est-ce que quand tu manges, ça dégénère? Pourquoi est-ce que quand tu commences à manger un truc, soit un repas, soit un goûter, il y a comme quelque chose à l'intérieur de toi qui lâche et qui fait que tu contrôles plus rien, tu perds le contrôle et tu manges et la crise arrive. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le live. Bonjour à toutes qui commencent à arriver. Je vois Amandine, Caroline, c'est super que vous ayez pu rejoindre. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi, quand on mange quelque chose, on perd le contrôle et ça dégénère. Et surtout, pourquoi la journée, ça va. Pour des personnes, la journée, ça va. Et dès qu'elles touchent à la nourriture ou dès qu'elles arrivent à table, eh ben, ça dégénère, elles perdent le contrôle. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un des symptômes des troubles alimentaires. Il y en a plein d'autres et il y a plein de personnes qui vivent d'autres choses. Mais aujourd'hui, on se concentre sur ça. Et j'avais envie de vous dire que je vais essayer de faire des lives tous les mardis soirs à 21h. Donc vous pouvez vous le mettre dans l'agenda et tous les mardis soirs, on va avoir un sujet différent. Et le but, c'est que je puisse vous aider à avancer vraiment concrètement avec tous mes conseils. Du coup, pendant ce live, n'hésitez pas à écrire vos questions, vos réactions dans le chat parce que c'est vraiment là où vous allez voir en fait que vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez. Et ça va créer une... Comme celles qui ont été là pendant le challenge qu'on a fait il y a quelques semaines, où en fait vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas toute seule dans votre coin à vivre ce que vous vivez et aussi atroce que c'est, autant que ce soit l'enfer que moi aussi j'ai vécu, et bien vous allez pouvoir vous connecter entre vous et voir que finalement vous n'êtes pas tombé sur la tête ou vous en faites pas des tonnes et qu'en fait plein de gens sont là avec vous dans ce que vous vivez. Alors coucou à toutes, c'est génial que vous soyez toutes là. Donc au programme, la question à laquelle on va répondre, c'est vraiment pourquoi quand je commence à manger, ça dégénère. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de mon histoire parce qu'il y a plein de nouvelles personnes sur mon compte et j'aimerais bien resituer un petit peu pour qu'elles apprennent à me connaître. Et on verra aussi les erreurs que vous faites. Quand justement vous commencez à manger, ça dégénère, souvent ce qui est mis en place ou les faux conseils que certains pros peuvent vous donner ou que vous pouvez trouver sur certains comptes, les trucs qui vous enfoncent quoi, on va en parler. Et ensuite, je vais vous donner des exercices et des solutions vraiment à mettre en place pour que ça ne dégénère plus. Alors déjà, j'aimerais savoir, mettez-moi dans le chat les filles, comment vous allez aujourd'hui. 1, c'est ça va vraiment pas, et 10, ça va, c'est je pète la joie. Mettez-le moi dans le chat. Donc le chat, c'est juste ici, et moi, en ce moment, je mettrai plutôt 9. Comme ça, je vois si vous êtes, si le chat fonctionne et si vous êtes bien là. Et ça me permet de me sentir moins seule aussi, parce que là, je parle à mon visage. Donc, mettez-moi dans le chat, les filles. 1, ça va pas du tout. 10, ça pète la forme. Mettez-moi combien vous êtes. Super, Amandine, plutôt 5. Donc, bof, bof. Aussi, à la fin du live, je vais essayer qu'il dure 20-30 minutes, pas plus. Et à la fin du live, j'aimerais bien vous annoncer une grande nouvelle qui va plaire à certaines. Alors, 5, 4, 3... Ça va pas ouf les filles, est-ce que vous avez envie de nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui va pas? Ou alors est-ce que vous préférez nous dire qu'est-ce qui pourrait se passer pour que vous alliez mieux? Autre chose que je voulais vous dire juste avant qu'on commence, le temps que tout le monde nous rejoigne, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment fonctionne le live, donc j'ai expliqué en message. J'avais envie de vous rappeler que si mon compte vous intéresse et mon contenu vous permet d'avancer, pensez à mettre mon compte en favori sur Instagram. Pensez à activer les notifications pour recevoir des notifications quand je publie des posts. Comme ça, vous manquez rien et vous avez accès à tous mes conseils et c'est gratuit. Et aussi, pensez à mettre des likes, des petits cœurs sur mes posts ou des commentaires ou à les partager, à les enregistrer parce que ça dit à l'algorithme que vous aimez ça, donc il va vous en donner plus de mon contenu. Et ça dit aussi à l'algorithme que mon contenu, il est intéressant et du coup, il va pouvoir le propager à plus de femmes qui regardent des contenus similaires et du coup, je pourrais aider plein de personnes et ça, c'est trop bien. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on commence, c'est qu'il y a une règle que j'aimerais qu'on respecte toutes pendant les lives que je fais, les challenges, c'est qu'on ne parle pas de chiffres, on ne parle pas de poids, de poids chiffré, d'IMC chiffré ou de calories chiffrées pour éviter toute la comparaison et tout le brouhaha mental qui peut apparaître derrière. Donc on peut parler de j'ai gagné du poids, perdu du poids et tout ça, mais pas de chiffres s'il vous plaît. Alors fatigue plus et faim. Ok, et Amandine,
tu dis que tu es fatigué, que tu as faim, bah, mon plus grand conseil, c'est repose-toi et mange. Dis-moi ce qui est compliqué pour toi dans le fait de te reposer et de manger. Je pourrais peut-être un peu plus t'aider là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que quand on commence à manger, ça dégénère? Alors déjà, moi je me rappelle quand je rentrais, c'était à l'époque, les troubles alimentaires pour moi ils ont commencé autour de mes 15 ans. C'est là où j'ai commencé à gloutonner vraiment, à faire des crises. Je m'en souviens quand je rentrais du lycée. Je passais devant l'Intermarché, j'achetais plein de trucs et je mangeais avant de rentrer chez moi. Et puis quand je rentrais chez moi, j'avais plus faim, mais je continuais à manger. J'avais une sorte d'angoisse de rentrer chez moi, mais ça, je l'ai compris plus tard. C'était un lieu qui me stressait beaucoup à l'époque de rentrer chez mes parents. Et puis il y avait, c'était toute la décompression aussi de la journée au lycée où en fait je jouais un rôle, j'osais pas être moi et du coup j'étais frustrée, je m'aimais pas parce que je m'aimais pas de ce que j'étais mais aussi du rôle que je jouais et bref ça c'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire c'est que je commençais à... Donc j'achetais des gâteaux et j'en mangeais un et je me disais oui c'est juste pour me faire plaisir, j'en mange un ou deux. Et en fait au moment où je commençais à sentir le goût sucré et à manger, j'arrivais plus à m'arrêter. Il y avait un truc en moi qui lâchait. Mettez-moi des cœurs si vous ressentez ça aussi. Il y avait des trucs en moi, enfin, il y avait un truc en moi qui lâchait. Et à ce moment-là, c'était comme... Je me sentais comme déposée en fait dans ce gâteau, dans ce moment, dans ce petit rituel quand je rentrais chez moi. Et c'est là où j'avais l'impression qu'il y a tout qui lâchait. Il y avait une vanne qui s'ouvrait et qui faisait... Ah, je vois plein de petits cœurs. Mais vous voyez les filles, vous n'êtes pas seules parce que là, c'est une avalanche de cœurs que je reçois. Rituel de grignoter des pépites de chocolat et me faire vomir, je viens de le faire, tout pareil. Donc, vous êtes au bon endroit parce qu'on va parler de tout ça. Qu'est-ce que ça faisait à l'intérieur de moi quand je mangeais ces gâteaux-là en rentrant de chez moi? Je me sentais bien. Je me sentais bien, même si je savais que ce que j'étais en train de faire, c'était horrible parce que je me dégoûtais. Moi, j'allais vomir après ou je compensais en sautant des repas, en jeûnant, en faisant du sport. Et en fait, pour moi, c'était gâché. Mais sur le moment, je me sentais bien. Ça m'apportait un bien-être, ça m'apportait un moment de pause, ce petit rituel de ah, je suis toute seule, ah, je suis enfin moi, ah, je vais m'apporter de la douceur que j'ai pas eu de la journée. Et en même temps, c'était un moyen quand j'allais compenser derrière de me punir. J'allais alors compenser soit en vomissant, soit en me restreignant et tout. Je dis ah non, j'ai fait une bêtise, j'ai trop mangé et tout. C'est pas bien pour mon corps, c'est pas bien pour l'argent dépensé et tout ça. Donc demain, je me reprends en main et j'arrête de racheter des gâteaux. Sauf qu'à chaque fois, je craque. Et en fait, c'est le cercle vicieux des crises. Pour celles qui ont téléchargé mon mini-programme, je l'explique. Il y a 5 vidéos là-dessus. C'est gratuit. Vous pouvez le télécharger dans le lien dans ma bio. Et j'explique ce cercle vicieux des crises avec la compensation, la restriction, l'obsession. Et en fait, comment on s'enferme là-dedans. Moi, j'ai vécu ça pendant 10 ans, les filles. Pendant 10 ans, je mangeais et j'allais vomir ou je faisais du sport ou je compensais derrière. Et je peux vous dire que c'est pas une vie, mais ça, c'est pas un secret. Vous le savez déjà. Si vous êtes là à m'écouter, vous savez l'enfer que c'est. Et à un moment, on a l'impression que ça devient notre vie et que ça devient normal de vivre comme ça. On se dit, enfin, moi j'ai eu une période comme ça. Mettez-moi des cœurs si vous avez eu cette période ou que vous êtes dedans peut-être. Où j'avais l'impression, ouais, c'est pas si grave en fait. Ça va, je me complais dedans, je sais, c'est rassurant, je sais que je vais manger, qu'après je vais compenser. En fait, pourquoi m'en sortir? Pourquoi faire un effort pour avoir peur de grossir, pour lâcher le contrôle? Et en fait, je me complaisais dans ça et ça m'allait. Même s'il y avait plein de désavantages, et ben en fait, il y a une part de moi qui était rassurée à rester dans ça. Mais les filles, la vie, elle est tellement merveilleuse sans tout ça. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est la vie qu'on avait avant, ou la vie qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que quand on a le trouble alimentaire, et je suis vraiment bien placée pour le savoir, et vous êtes bien placée pour le savoir, c'est qu'on a toute la journée dépensé sur la nourriture. Dès le matin, quand on se lève, ah, qu'est-ce que je vais manger? Ah, j'ai trop mangé hier. Ah, quel sport je fais pour compenser tel machin. Le soir, le midi, moi je me rappelle à un moment, j'arrivais plus à me concentrer au travail, j'arrivais plus à travailler parce que je ne faisais que penser à manger ou à pas manger ou à me contrôler. Et en fait, c'est un peu comme la grenouille qui se fait chauffer au chaudron. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore de... On met une grenouille dans un
chaudron d'eau froide, on met le feu dessous et la grenouille ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire à petit feu et au final elle meurt dans la casserole parce qu'elle n'a pas senti la différence de chaleur qui lui aurait donné en fait l'adrénaline de sortir du seau pour se sauver. Et avec le recul, une fois sortie, je me rends compte que c'est ça en fait. On se chaudronne là à petit feu et en fait on s'enferme dans ça, dans cette complaisance et on oublie ce que c'est la vie sans ça. Et la vie sans ça, c'est juste merveilleux. C'est pouvoir aller à la plage en s'en fichant complet du regard des autres. C'est pouvoir s'aimer et s'apprécier. C'est pouvoir manger ce qu'on veut sans se restreindre. Les filles, c'est hyper important ça. On peut manger ce qu'on veut sans se restreindre quand on s'en sort. Sans se restreindre, sans compenser, sans culpabiliser, sans avoir peur de grossir. Ça, je sais que c'est la grosse peur. C'est la grosse peur que j'avais, la peur de grossir qui nous enferme dans le TCA. Mais en fait, j'en parle aussi dans le mini-programme. La peur de grossir, il y a un moment, en fait, on peut la mettre de côté quand on commence à faire confiance dans le processus, confiance dans son corps et confiance dans la personne qui vous accompagne. La peur de grossir, c'est beaucoup des traumas qu'on a eu dans l'enfance, beaucoup la société de la diète culture, des régimes, du ventre plat, le mannequinat, les Barbies et tout ça. Mais en fait, le processus d'autorégulation, il marche très bien, le corps, il fonctionne très bien et on peut manger ce qui nous fait plaisir sans grossir, les filles. Alors j'ai regardé un petit peu vos commentaires et après on passera aux erreurs que vous faites quand justement il y a la crise qui arrive et que vous n'arrivez plus à compenser. Alors, plein de situations et aliments déclencheurs de crise. Caroline, est-ce que tu veux nous dire un petit peu les situations, donner des exemples ou un exemple de situation qui déclenche des crises pour toi? Donc moi dans l'exemple que je vous ai donné, c'était je rentrais du collège, du lycée, et je mangeais. Et après, si je peux en donner un autre, là tu parles d'aliments déclencheurs de crise, clairement moi quand il y avait des gâteaux à table, c'était le foutu pour foutu après ça. Est-ce que vous connaissez le foutu pour foutu? Mettez-moi des cœurs ou des petits oui dans le chat si vous connaissez le foutu pour foutu, parce que foutu pour foutu c'est... Ouais, je suis tellement allée loin, j'en ai tellement trop mangé que bon, c'est bon quoi, je peux continuer à en manger, ça changera pas la donne. Mais par contre, demain, je me reprends en main. Mais les filles, on le sait que demain, on n'arrivera pas à se reprendre en main parce qu'en fait, se reprendre en main, c'est pas la solution. Se reprendre en main, c'est le piège. On en parle juste après. Alors, hop. Mais c'est bizarre car moi, je planifie chaque fois quand je me lève, je sais que je vais manger le soir ou la nuit, je prends pas genre un gâteau sur le tas. Et tu vois, je te rejoins à ça, Amandine, c'est que moi, je savais que j'allais faire la crise en rentrant. Je faisais pas de crise au lycée. Tu vois, j'allais pas m'acheter un gâteau entre les cours et tout ça. Je savais que c'était le soir. Et c'est en fait ce que t'expliques. Les filles, mettez des cœurs si c'est quelque chose que vous vivez aussi, cette ritualisation autour de la crise. Et au final, on prend plus vraiment ça comme une crise, on prend juste ça comme notre petit moment de plaisir, sauf que derrière, en fait, c'est horrible, toute la culpabilité qui arrive derrière et tout. Du coup, la journée, je vais moins manger en prévision de la crise que je vais faire le soir. Et ça, c'est encore entretenir le cercle vicieux finalement qui fait que vous n'allez pas vous en sortir avec les pensées obsessionnelles, elles vont revenir. Je te donne un autre exemple. Des personnes que j'accompagne, elles, son rituel qu'on a identifié, c'est je rentre chez mes parents et j'ouvre le frigo. Genre, c'est la première chose que je fais quand je rentre chez mes parents, j'ouvre le frigo. Enfin, cette personne-là. Une autre de mes accompagnées, ce qu'on a identifié comme rituel, c'est à chaque fois qu'elle passe devant une certaine boulangerie, elle s'arrête pour prendre des gâteaux. Et pourquoi elle fait ça en fait? Parce que ça lui rappelle la séparation avec sa fille, ça lui rappelle qu'elle va être seule, parce qu'elle passe devant cette boulangerie à chaque fois qu'elle dépose sa fille chez le papa. Et donc, elle a mis en place ce rituel pour se réconforter. Et en fait, j'ai encore une autre accompagnée, c'est le même rituel. C'est à chaque fois qu'elle passe devant une certaine boulangerie, elle s'achète toujours 3 gâteaux. Toujours 3. Elle sait qu'elle rentre, elle va en acheter 3. Elle sait pas si à la fin, pas fin, mais elle sait qu'elle va rentrer pour en acheter 3 et elle choisit comme ça sur le tas. Et même si elle en a envie que 2, elle va quand même en choisir un 3e. C'est vraiment ritualiser le truc. Est-ce que, Amandine, c'est ça que tu vis? Mets-le-moi dans le chat. Et en fait, le piège avec ça, allez, je vais vous le donner maintenant. Le piège avec ça, c'est quoi? C'est que on se dit... Bon vu que quand je rentre du travail, ou si je reprends mon exemple, quand je rentre du lycée, je vais prendre tous mes gâteaux et les manger, faire mon petit rituel de réconfort, je vais moins manger à midi, parce que je veux pas prendre de poids.
je vais moins manger à midi, puis je vais moins manger le matin. Et en fait, en faisant ça, on finit par quasiment plus rien manger la journée, ou manger de la salade, ou des aliments faibles en calories qui nourrissent pas vraiment, enfin ça remplit le ventre, mais il n'y a pas l'énergie derrière. Et le soir, on arrive, on meurt de faim. Moi, je mourais de faim, j'étais affamée, et c'est pour ça que je me ruais sur les gâteaux. Et c'est pour ça que je me suis enfermée dedans, parce que plus je me ruais sur les gâteaux, et moins je mangeais la journée. Mais moins je mangeais la journée, et plus le soir, j'avais faim en fait. Et au final, ça a créé juste... c'est pas une dépendance, mais moi j'avais l'impression d'être droguée, j'avais l'impression d'être addict à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ça aussi comme impression, d'être comme dépendant de ça, enfermé dans ça, comme vraiment une addiction de comportement, quoi. En soi, c'est clairement de la faim émotionnelle au départ. Et la faim émotionnelle, c'est quelque chose de totalement normal. C'est un processus de régulation émotionnelle de manger. Et là où ça devient anormal, c'est quand c'est la seule solution que l'on ait pour gérer nos émotions. Et c'était mon cas à l'époque, c'était la seule solution que j'avais de manger pour gérer mes émotions. Et c'est là où ça débouche en trouble du comportement alimentaire. En soi, rentrer chez soi et se faire un petit gâteau, un petit thé, un petit truc pour se faire du bien, c'est notre sas de décompression. Il n'y a rien de mauvais en ça. Là où c'est mauvais, c'est quand ça devient obsessionnel, quand ça empathie sur notre santé, quand derrière il y a des pensées culpabilisantes qui arrivent, quand on déteste notre corps ensuite, parce qu'on ne trouve pas assez ci, pas assez ça. Quand toute la journée on va vérifier ce qu'on mange pour anticiper la crise du soir par exemple. Ça c'est le piège. Et c'est là où en fait on s'enferme dans un enfer, alors certes qui est complaisant parce qu'on le connaît, mais c'est quand même un enfer, parce que quand on en sort, et ça je peux vous le dire de là où j'en suis aujourd'hui, quand on en sort, mais la vie, elle change. La vie, elle se transforme, la vie, elle devient merveilleuse. Vous imaginez même pas tout ce que vous pouvez regagner en joie, en énergie. Souvent, on est fatigué, on a froid tout le temps, on est un peu avec une tendance dépressive, en tout cas, on n'est pas souvent joyeuse. On a du mal à se concentrer, on ne sait pas ce qu'on aime dans la vie, on n'a pas trop de but, on est un peu flan-flan, on est facilement irritable. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, c'est qu'il faut travailler. c'est qu'il y a un truc à travailler dans votre rapport à l'alimentation et et surtout, c'est quand vous vous en sortirez, ben, tout ça, ça partira. Si vous avez perdu vos règles, si vous essayez d'avoir des enfants et que ça ne fonctionne pas, ça peut être en lien aussi, les filles. Le stress, c'est lié à énormément de choses. Et donc quand on s'en sort, mais la vie se transforme, le corps se transforme. Mais en super bien, les émotions, il y a la joie qui revient, il y a le sourire, il y a l'énergie, il y a les projets, la créativité. Il y a quand on passe du temps avec nos amis, avec nos enfants, mais avec nos parents, notre famille, nos copains. On est avec eux pleinement, on n'est plus en train de penser à la nourriture, à se jeter du coin de l'œil là, ça c'est un truc que je faisais, genre oui je t'écoute, oui, mais en fait mon cerveau et tout, il était sur la nourriture là que je voyais, ah non j'y vais pas, si j'y vais, non j'y vais pas, et en fait j'écoutais rien, et donc on peut reconnecter vraiment et repasser des moments chouettes avec nos proches. Alors, Magali, tu dis tout pareil par rapport à ces rituels à Canaan. Moi aussi, c'est compliqué de se concentrer au taf. Et ben voilà, peur de grossir égale peur numéro 1, oui. Et en fait, pire que ça, la peur de grossir, c'est ce qui vous a mis dans les troubles alimentaires. Et la peur de grossir, c'est ce qui vous fait rester dans les troubles alimentaires. Et c'est là où j'aimerais vous dire un truc hyper important, les filles. Genre vraiment hyper important. Ouvrez grand vos oreilles. S'il y a un conseil à retenir de ce live, quand vous serez décidé à vous en sortir, quand vous serez décidé à vous faire accompagner pour vous en sortir, prenez quelqu'un qui vous fait travailler sur vos peurs. Parce que si quelqu'un arrive et vous donne la recette, tiens, la recette, vous allez vouloir suivre la recette parce que vous êtes motivé pour vous en sortir. Mais si vous ne travaillez pas les peurs qu'il y a derrière, eh bien, il y aura toujours une part en vous qui aura peur de grossir. Et donc, il y aura toujours une part en vous qui voudra moins manger, faire attention, et vous en sortirez jamais vraiment. Ça peut diminuer, mais jamais vous serez libre. Et moi, c'est ça que je vous fais vivre dans mon accompagnement, c'est retrouver votre liberté, retrouver votre pouvoir. Moi, je vous donne une recette, mais avant de vous la donner, la recette, je vous explique
comment vous-même vous pouvez la trouver, comment vous pouvez trouver votre propre recette pour trouver votre propre liberté. Parce que mon but, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, vous n'ayez plus besoin de m'appeler, de me contacter. Le but, c'est que vous vous désabonniez de mon compte et de tous les comptes que vous suivez sur les troubles alimentaires. Et ça, c'est en retrouvant votre liberté et votre pouvoir de décider, votre pouvoir d'agir. Et c'est pas avec une recette toute faite des programmes en 5 semaines que ça fonctionnera, parce que on va pas chercher vos peurs derrière tout ça. Donc ça, c'est vraiment mon conseil. Prenez un accompagnement qui vous fait travailler sur vos peurs, parce que c'est la racine du problème, c'est la racine du trouble alimentaire. Alors, pareil, je suis énervée, désociabilisée, j'écoute pas quand on me parle, je pense qu'à ce que je vais manger le soir. Et ben voilà, tu vois Amandine, j'ai vécu exactement la même chose que toi. La désociabilisation, c'est hyper important. Je vais en parler en 2 mots parce que j'aimerais continuer de vous parler de tout ce dont j'ai envie de vous parler. Mais c'est quand même hyper important. Moi, je me suis enfermée à cause du trouble alimentaire. Je refusais toutes les sorties entre amis où il y avait un risque qu'il fallait manger, parce que je voulais plus manger devant les gens. Ça m'angoissait trop. Je voulais manger toute seule. Je voulais manger ce que moi j'avais préparé ou ce que moi j'avais choisi. J'allais plus au resto. Je mangeais plus avec ma famille. Je m'isolais, mais totalement. Et en fait, j'étais arrivée dans une sorte d'angoisse et j'étais toute seule dans mon appartement. Et je me suis complètement isolée, j'ai coupé les ponts avec plein de gens à cause de ça. Et vraiment les filles, je vous le souhaite pas. Et encore, un jour de plus, c'est un jour de trop. La vie, elle est tellement belle sans ça. Et je vous le dis et je le répète parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier. J'ai eu tendance à l'oublier, mais la vie, elle est vraiment belle sans ça. Alors, quand je mange, je suis obligée de faire une crise. Je mange du chocolat, des gâteaux, etc. Oui, foutu pour foutu. Bah voilà, je suis obligée de faire une crise, c'est un peu le foutu pour foutu. Et ça, j'en parle vraiment, je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui sur ce live, mais je vous invite vraiment pour comprendre le foutu pour foutu et pourquoi on est obligé de faire une crise en fait. C'est tout dans mon mini-programme et c'est 100% offert, le lien il est dans ma bio. En 2 mots, pourquoi tu es obligé de faire une crise? Pourquoi il y a une compulsion, une pulsion là qui t'amène à faire la crise? Déjà, il faut savoir que c'est pas un manque de volonté. Les filles, vous ne manquez pas de volonté. Le trouble alimentaire, c'est pas une histoire de manque de volonté. Toutes les personnes qui vous disent oui, ben pense à autre chose. Alors voilà, des faux conseils, on y arrive, les erreurs à pas faire. Essayez de penser à autre chose, à pas manger, à boire beaucoup, mâcher un chewing-gum, appeler quelqu'un, partir marcher, manger des carottes au lieu de manger des gâteaux. Ça, c'est vraiment des faux conseils et c'est vraiment des choses qui vont faire que empirer la situation. C'est pas un manque de volonté. En fait, la compulsion, la pulsion, elle est chimique, elle est dans le corps, elle est dans l'esprit. Vous ne pouvez pas contrôler. Pourquoi? Parce qu'une crise, c'est une perte de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler une perte de contrôle. Personne ne peut. Personne. Vous mettez le mec ou la femme avec le plus de volonté au monde, il n'y arrivera pas. Vous n'êtes pas plus nul que les autres. Vous avez juste un corps qui fonctionne normalement. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de contrôle, eh bien, il n'y a plus de contrôle. Et donc, il y a la crise. Pourquoi on perd le contrôle? Parce qu'en fait, le contrôle, il est géré par le cortex néofrontal dans le cerveau. C'est la zone du cerveau qui gère les décisions et le contrôle des choses qu'on fait dans la vie. Plus on contrôle, plus on contrôle de choses dans notre vie. Donc nous, clairement, c'est l'alimentation. Mais il y a aussi les émotions, mais il y a aussi ce qu'on dit pas, ce qu'on fait pas et tout ça. Quand on joue à un rôle, quand on porte un masque au quotidien au travail, c'est du contrôle de soi. Plus on va contrôler, plus on sollicite cette zone du cerveau. Sauf que cette zone du cerveau, elle n'est pas faite pour fonctionner H24. C'est une zone du cerveau, elle a besoin de se reposer parfois. Et donc, si on la sollicite tout le temps et pendant trop longtemps, à un moment, elle lâche. C'est comme ça et c'est chez tout le monde. Et c'est là où c'est pas un manque de volonté, c'est un excès de contrôle. C'est hyper important ça les filles à comprendre. C'est pas de votre faute si vous faites des crises. Alors, on peut agir, mais on n'agit pas sur la crise. Ça sert à rien. Parce que plus vous allez essayer de contrôler un manque de contrôle, plus vous restimulez en fait cette partie qui contrôle. Et plus vous la stimulez, plus ça va lâcher le contrôle parce qu'elle a besoin de se reposer. Donc en fait, c'est juste empirer les choses. Donc tous ces faux conseils qui vous préconisent de ne pas faire la crise ou d'essayer de la diminuer en intensité ou de l'étaler dans le temps ou peu importe, ce sont des faux conseils. Là où tu dois mettre par contre ton énergie, là où ça marche vraiment, c'est dans comment tu fais la crise, quelle est ton attitude, quel est ton état d'esprit.
pour pouvoir sortir du cercle vicieux. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est avant la crise. Pourquoi on fait des crises, les filles? Pourquoi quand on commence à manger, ça dégénère? Parce que notre corps a peur. Parce que notre corps a envie de vivre. Et quand on le restreint, que ce soit physique ou dans la tête, donc cognitif, la restriction cognitive, la différence entre les deux, c'est quoi? Quand je me restreins physiquement, c'est que je ne mange pas. Par exemple, je m'interdis le fromage, ben voilà, je mange pas de fromage, je me restreins de fromage. Par contre, la restriction cognitive, c'est j'ai pas envie de manger de fromage parce que ça fait grossir, parce que toutes mes règles alimentaires, eh ben allez, pas de restriction aujourd'hui, je mange du fromage, donc je mange du fromage. Mais par contre, quand je suis en train de le manger, je suis en train de me dire ah, je devrais pas, oh non, je suis nulle, ah, je vais grossir, ah, toutes les pensées culpabilisantes et négatives et tout ça qui sont dans la tête, en fait, c'est de la restriction cognitive. Et cette restriction cognitive, elle a le même effet que la restriction physique, donc le fait de le manger ou pas. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, que vous vous autorisiez, mais que vous culpabilisiez et que vous vous restreignez dans la tête. Ah, je mange du fromage, bah du coup tout à l'heure je vais faire du sport, bah du coup tout à l'heure je vais arrêter de manger ça. Ou que vous n'en mangiez pas, c'est pareil. Donc le corps, qu'est-ce qu'il a? Il flippe, il se met en mode survie, il dit ah, Isabeau elle a envie de me priver de nourriture, Isabeau elle me donne plus mon énergie. Donc, moi ce que je veux faire pour vivre, je veux vivre, mais on me prive de mon énergie, de mon essence, qu'est-ce que je fais? Vous avez la réponse les petits? J'essaye de manger un max, donc je gloutonne, donc les crises. J'essaye de stocker un max, donc je grossis, pour pouvoir avoir des réserves en cas que Isabeau, elle décide de plus m'en donner pendant 3 jours, ou qu'elle compense. Parce qu'il faut se le dire, hein, quand on mange un repas normal et qu'après on va faire 1 heure de sport, non, je refais. Quand on mange un repas pour un X repas et qu'après on va faire 1 heure de sport et que l'heure de sport finalement en termes de calories dépensées c'est égal ou supérieur au repas que vous avez fait, bah, c'est comme si vous n'aviez pas mangé finalement et que vous n'avez pas fait de sport. Le corps il le perçoit comme ça, il le perçoit comme une restriction aussi. Elle me donne à manger mais après elle va tout faire pour qu'en fait l'énergie elle parte, donc il prend ça comme une restriction. Donc il gloutonne, il fait des crises. Ensuite, il stocke pour pouvoir avoir des réserves parce qu'il a peur de manquer. Donc du coup, plus on le restreint, plus il va stocker et grossir. C'est pour ça que plus vous allez partir dans des régimes, plus vous allez essayer de vous restreindre, plus votre corps il va stocker ce que vous mangez. Et au final, manger une pomme, ça va vous faire grossir à la fin. Parce que le corps il est en mode survie, il a peur et donc il va essayer de prendre toutes les calories de n'importe quoi que vous lui donnez pour le stocker dans le corps, pour pouvoir avoir accès à l'énergie, pour pouvoir continuer de vivre le train de vie que vous lui demandez de vivre. Est-ce que ça vous parle les filles? Mettez-moi dans le chat les prises de conscience que vous avez déjà là avec ce que je suis en train de vous dire. C'est hyper important, c'est la base de la base. Et toutes les personnes qui ne vous parlent pas de ça, sur les envies de manger compulsives, les troubles alimentaires et tout ça, eh ben, il manque un gros morceau. Et c'est pour ça, encore une fois, quand vous partirez pour un accompagnement avec quelqu'un, mais partez avec quelqu'un qui vous donne un accompagnement complet, qui vous fait travailler sur vos peurs, vos croyances, les sensations, les émotions, la satiété, le rassasiement, le rapport au corps, le rapport à l'amour-propre, vos projets. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Alors, mettez-moi ça dans le chat. Troisième chose qui fait le corps, donc il gloutonne, donc dès que vous allez avoir accès à la nourriture, il va essayer d'en prendre un max. Donc en plus de la perte du contrôle mental, le corps il va tout faire pour que vous puissiez en manger beaucoup plus que nécessaire pour stocker. Et il va ralentir son métabolisme. Ralentir le métabolisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va essayer de fonctionner avec le moins d'énergie possible. Donc en fait, il va brûler les graisses beaucoup moins vite. Donc en fait, le stock de graisse qu'il va faire pour pouvoir avoir de l'énergie en cas que vous le restreignez, il va essayer de le consommer le moins possible. Donc, vous allez avoir beaucoup de mal à perdre du poids tant que le corps est en mode survie. En fait, tout ça, c'est le piège du trouble alimentaire. On pense que plus on va essayer d'arrêter les crises et plus on va se contrôler, se reprendre en main. Demain, j'ai plus de volonté, je me restreins encore plus et je m'interdis les gâteaux. Et en fait, plus ça vous entretient dans le trouble du comportement alimentaire. C'est complètement paradoxal.
Je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, après une journée difficile, retour à la maison, pas faim, mais à peine passé la porte, besoin de me remplir pour me réconforter. Bah, tu vois, ça, Caroline, c'est clairement la faim émotionnelle. C'est j'ai besoin de me réconforter et ce que tu manges, ça te réconforte. Et c'est normal. Là où c'est compliqué et là où c'est dangereux pour la santé, c'est quand c'est la seule manière que tu aies de te réconforter. Si aujourd'hui, je te dis, Caroline, comment tu peux faire pour te réconforter? Qu'est-ce qui te ferait du bien? La seule chose qui te vient, c'est manger. Et ben c'est là où c'est compliqué et c'est là où du coup, il faut que tu regardes d'autres solutions pour te réconforter. Il faut que tu te fasses une liste et que c'est ce que je dis à mes accompagnés, ça, de faire. Vous prenez une feuille, vous marquez en haut de la feuille, quand j'ai besoin de me réconforter, eh bien ça me ferait du bien. 2 points. Et tu notes manger. Et ensuite, tac, 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 t'essayes d'agrandir la liste avec des choses qui ne sont pas en rapport avec l'alimentation. Et une fois que tu as cette liste, et ben quand tu as besoin de te réconforter, tu vas voir ta liste et tu regardes qu'est-ce que tu as envie de faire. Si c'est manger, c'est ok, va manger, mais mange en joie. J'y reviens tout à l'heure, les filles. Et si c'est d'autres choses, et ben fais les autres choses, mais au moins tu as d'autres alternatives. Et ça, au début, ça peut être super dur de le faire toute seule, les filles, parce que le trouble alimentaire, il nous dépersonnalise, il nous enlève notre personnalité. On est tellement focalisé sur ce qu'on mange, focalisé sur ce qu'il faut faire, pas faire, ah mais je suis trop nulle. Ça nous... En fait, comme on cultive les échecs sur échecs tout le temps, comme on est, ben voilà, je fais une crise, ah échec, j'essaye d'arrêter la crise, oh échec, j'essaye de me retenir, échec, j'essaye de encore plus me restreindre, échec. En fait, ça abîme énormément notre estime de nous. Et on a l'impression de ne plus rien valoir et d'être nul à chier, pardon. Moi, j'avais l'impression d'être nulle, de servir à rien, d'être la plus nulle de nulle de nulle. Et en fait, pour compenser ça, j'essayais d'en faire encore plus, de me restreindre encore plus, de montrer encore plus que je pouvais valoir à travers le travail notamment. Mais ça encore, c'est un autre sujet. En fait, il faudrait des heures de live. Mais c'est pour ça que je fais des challenges, les filles. Les challenges, c'est pendant une semaine, je fais 1 heure de live par jour. Bon, souvent, c'est 1h30. Et je vous parle de plein de sujets et c'est gratuit. Donc, la prochaine fois que je fais un challenge, et d'ailleurs, c'est la grande annonce que je vais faire aujourd'hui. À la fin du live, je vais vous parler du coup du nouveau challenge que je vais mettre en place. Alors, il n'y a pas de situation, des rituels sont mis en place. Alors, peux-tu plutôt nous donner des solutions? Carrément. Alors, tu vois, alors du coup, Gam, j'ai du mal avec ton pseudo pour le dire, mais en solution, déjà, pour la faim émotionnelle, vous pouvez regarder pour cette liste. Faire cette liste, c'est vraiment aidant. C'est un conseil, parmi tant d'autres, mais un conseil vraiment qui est important de mettre en place pour pouvoir avoir d'autres alternatives quand vous avez besoin de manger pour vous réconforter. Un autre conseil que je vais vous donner. On a parlé du cercle vicieux. Plus je me restreins, plus mon corps est en mode survie. Donc plus il est en mode survie et plus il va stocker, gloutonner, faire des crises. Donc mon conseil, c'est agir sur la crise. Agir sur la crise, ça ne veut pas dire l'arrêter ou ne pas la faire. Agir sur la crise, ça veut dire manger avec plaisir. Ça veut dire je mange, tiens mon corps, je te donne toute l'énergie dont tu as besoin. Mais ça au début, ça paraît fou. On se dit, ah, c'est horrible, je vais vider tous les placards, je vais prendre 100 kilos. Oui et non. Ça, c'est l'autorégulation qui va se mettre en place derrière. Et c'est là aussi où être accompagné, c'est vraiment important pour pouvoir passer cette étape qui est très dure mentalement, en fait. Et physiquement aussi, tranquillement et sereinement. Mais l'idée, donc, c'est de faire la crise avec la bonne intention. Et la bonne intention, c'est pas, oh non, je suis trop nulle, encore plein de gâteaux, je vais grossir, bon, bah demain, je compense. C'est pas ça. C'est... Ok, ben mon corps, je vois que tu as besoin de manger, ou mon cœur, je vois que tu as besoin d'être réconforté, ben tiens, je mange. Et mettre de la conscience en fait dans la crise. Après la crise, c'est de ne pas culpabiliser. Parce que culpabiliser, c'est repartir dans la restriction cognitive et remettre le corps en mode survie. Donc pour ne pas culpabiliser, concentrez-vous sur des projets qui vous tiennent à cœur et surtout voyez les crises, non plus comme des crises, mais comme je réponds aux besoins de mon corps et de mon cœur. Je réponds aux besoins de mon corps et de mon cœur. Je rassure mon corps. Tiens, je te nourris, je te donne à manger, ça me fait plaisir. Rassure-toi, tu es en sécurité. Et puis, tiens, je réponds aux besoins de mon cœur. Mais le risque avec ça, c'est de ne pas partir dans l'hyperphagie. Parce que si juste, plus aucune restriction... Alors, attendez, avant que je reparte dans l'hyperphagie, je vais vous donner la deuxième clé dans le cercle vicieux où on peut agir, c'est donc au niveau des restrictions.
Pourquoi on fait des crises? Parce qu'on se restreint. Et donc, pour arrêter les restrictions, le but, c'est d'arrêter de se restreindre. Toutes les règles alimentaires que vous avez, il faut les faire sauter une par une. Sauf que c'est pas si simple, parce que derrière toutes les règles alimentaires que vous avez, donc par exemple, les règles alimentaires, c'est je m'interdis de manger ça, ça c'est bon pour la santé, ça c'est pas bon, ça fait grossir, ça non. C'est aussi les marchandages. Les marchandages, c'est j'ai le droit de manger ça, mais que si je fais 1 heure de marche avant, ou je mange ça, mais du coup demain c'est salade. Et bien, toutes ces règles alimentaires, il faut les lister et il faut les faire sauter une à une. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que derrière toutes les règles alimentaires que vous avez, il y a des peurs. Sinon, vous les auriez pas en fait. Et souvent, la peur qu'il y a, c'est grossir, mais il y a d'autres peurs. Et c'est ça qu'il faut aller creuser, c'est ça qu'il faut aller chercher. Parce que si vous faites, comme je vois d'autres accompagnantes qui disent, oui, donc vous enlevez une restriction par jour ou par semaine, mais si juste vous remplacez une règle par une règle, vous continuez en fait de faire travailler votre cortex préfrontal et donc vous continuez de contrôler. Et donc, qui dit contrôle à outrance dit perte de contrôle et dit crise. C'est là où vraiment je vous invite à retrouver votre pouvoir de décision, votre liberté, de ne pas remplacer une règle par une règle, mais d'aller voir pourquoi la première règle elle est là, quelles sont les peurs qui sont cachées derrière et comment je peux la faire sauter sans que je prenne... En fait, comment je peux avoir envie de la faire sauter. Et pas juste, ah, il faut que je la fasse sauter, bon, bah, je la fais sauter. Non, bah tiens, j'ai compris pourquoi elle était là, j'ai compris pourquoi je ne la veux plus, et maintenant que je ne la veux plus, je ne la respecte plus. C'est ça qu'il faut aller chercher les filles. La journée nickel, le soir et la nuit sont catastrophiques. Et ben, les crises du soir, c'est souvent qu'on se contient beaucoup la journée au niveau émotionnel, on porte un masque, on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, soit pour les besoins du boulot, soit pour les besoins de la famille, on est fatigué, on ne s'autorise pas de pause, on travaille beaucoup, on travaille dans un boulot qui ne nous plaît pas, y a plein de raisons qui nous frustrent en fait. Et le soir, fouf, on décompresse, la nuit, fouf, on décompresse, on est toute seule, on est tranquille, on est chez nous dans notre cocon et ça lâche. Moi aussi, je tiens toute la journée et le soir, je craque. Alors les filles, dites-moi en commentaire si j'ai répondu un peu à vos questions de que faire, quelles sont les solutions. Là, je vous en ai donné quelques-unes. C'est difficile de vous donner plein d'informations sur comment s'en sortir. Je vous donne tous les exercices que je peux. Mais en fait, moi, j'accompagne les femmes qui me rejoignent. Je les accompagne sur 6 mois. Vous imaginez la tonne d'exercices qu'il y a et je ne peux pas tout vous dire en juste une demi-heure de live. Alors, c'est ma soupape de décompression. Oui, exactement. Les biscuits, soit je n'en mange pas du tout, soit je mange le paquet, pas de modération, enfin ça va un peu. Je m'expose plus souvent. Ok, je passe rapidement les filles et si vous avez des questions aussi par rapport aux messages que vous m'avez envoyés, vous pouvez m'envoyer des messages personnels et je viendrai vous aider en messagerie privée. Mourir de faim, trop vrai. Ah Nadine, super, tu nous as rejoint. Comme une droguée de la nourriture, oui, ben voilà, moi aussi j'ai senti ça. La sensation de satiété n'existe plus même en essayant de se forcer le midi. Alors oui, la sensation de satiété et de rassasiement, je pourrais faire un live sur ça parce qu'on m'en a demandé, enfin on m'a demandé pas mal d'infos aujourd'hui dans les messages privés justement sur ça. Je vous ferai un live sur, sur la satiété et tout ça. Hop, je me le note. Droguer de la nourriture, tu prends ta dose, bah oui, la honte, mais les filles... C'est hyper dur de vivre la honte. J'ai perdu mes règles, oui. Bah, en fait, c'est très simple hein, physiquement. Pourquoi on perd ses règles quand on se restreint? Parce que le corps, il choisit là où il met son énergie. Soit il le met pour continuer de fonctionner et il enlève toutes les fonctions qui sont pas vitales pour survivre. Donc, créer un enfant, si déjà on n'a pas assez d'énergie pour nous, on va pas avoir assez d'énergie pour faire grandir un enfant à l'intérieur de nous. Donc, les règles s'arrêtent, la concentration diminue. Perte de mémoire et tout ça, ça passe aussi. Alors, si j'ai peur de grossir si je mange certains aliments, donc je m'en prive, résultat, je crise dessus. Et bien oui, tu vois Caroline, c'est clairement ça. Plus, en fait, tu vas pouvoir t'autoriser tous les aliments, même ceux qui te font peur de grossir. Et en fait, moins tu vas criser dessus. Parce que ça va juste devenir des aliments lambda. Mais attention, il y a tout un travail derrière voilà, pour ne pas passer dans l'hyperphagie et du coup, je me restreins de rien et je mange tout et je vide mes placards. Si vous ne faites pas un travail derrière justement sur vos peurs, sur le rapport au corps et sur vos sensations, satiété, faim, rassasiement et sur votre gestion émotionnelle et le stress,
eh bien vous risquez de passer dans l'hyperphagie, et l'hyperphagie c'est manger beaucoup et ne plus compenser derrière, et du coup beaucoup grossir et finir en mauvaise santé. Et donc il faut arrêter les restrictions, il faut manger avec plaisir, arrêter de compenser, mais il faut aussi travailler sur toutes les pièces du puzzle à côté, les sensations, les émotions, le rapport au corps, le rapport à soi-même et à l'estime de soi-même, la motivation profonde, les peurs. Toutes ces pièces, elles sont hyper importantes. C'est ça, jamais présent dans le moment présent. Et oui, ça c'est vraiment un truc qui change énormément quand on sort des troubles alimentaires. On reprend conscience des gens qui nous entourent, du plaisir qu'on peut avoir de vivre et tout ça. Depuis que je réintroduis ces aliments dans le cadre des repas, ils ne m'intéressent plus autant. Ben voilà Caroline, c'est un beau message d'espoir que tu viens de mettre là pour tout le monde. Tu donnes du courage, merci, mais avec plaisir, je suis là pour ça. La vérité, je suis décidée, je suis suivie, mais ça fait 9 mois et aucun changement. Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal, Amandine. Si ça fait 9 mois que tu es suivie et qu'il n'y a aucun changement, soit c'est que la personne qui te suit, elle est pas formée au TCA, au trouble du comportement alimentaire, et que du coup, elle ne sait pas t'accompagner dessus. Soit c'est que ses conseils ne sont pas adaptés. Soit c'est parce qu'elle n'est pas justement allée chercher les différentes pièces du puzzle avec toi, parce qu'elle ne sait pas ou parce que je sais pas. Mais moi, pour vous dire, en 1 mois, les filles qui me rejoignent dans l'accompagnement, en 1 mois, il y a déjà des changements énormes. Le nombre de crises diminue drastiquement et la vie change en fait. Donc 9 mois sans changement, non, c'est pas normal, Amandine. Alors, si ce n'est pas indiscret, ça m'a mis combien de temps à m'en sortir? Je vais répondre un peu plus près. J'en fais presque plus, merci Isabeau. Mais ça, c'est Nadine qui a suivi le challenge et qui du coup a appris plein de choses. Les filles, je vois que vous vous mettez en contact pour discuter en privé, c'est super. Et quand on n'a plus envie, mais qu'on me fait quand... Mais... Alors attends. Et quand on n'a plus envie, mais qu'on me fait quand même, ça veut dire qu'on guérit? J'ai pas bien compris la question, Amandine, si tu peux me préciser un peu plus. C'est vrai, on ne fait que contourner le problème, par contre on gagne du temps pour analyser ce qu'on ressent. Je comprends surtout pour le rapport au corps que j'ai pendant 3 heures par jour. Alors 3 heures de... En soi, faire du sport, c'est pas mal. Ce qui est mal, c'est de sous-alimenter son corps par rapport à l'énergie dont on a besoin, dont il a besoin pour faire ce qu'on lui demande de faire. Si le sport, on le fait par plaisir, il n'y a aucun souci, mais si le sport, on le fait pour compenser, pour perdre du poids, pour perdre des calories et tout ça, ben c'est une forme de compensation, de restriction, et le corps, il va flipper, il va se mettre en mode survie, il va se dire « elle me donne 3 pommes à manger et après elle me fait faire 3 heures de sport, ça va pas, et du coup, je me mets en mode survie. » Est-ce que tu avais des trous des fois, tu sais plus ce que tu faisais, que tu allais dire, etc. Oui, Amandine, ça m'arrivait, les pertes de mémoire, je perdais le fil, je perdais la concentration et j'avais du mal à un moment à tenir des conversations en fait. Il y a un moment, j'arrivais plus à travailler et je devais me mettre en arrêt maladie à cause de ça. Alors, on parle peu de ça, mais ça coûte cher à force quand tu as dépensé ton argent dans la nourriture, la fin du mois est compliquée et à la fin tu manges n'importe quoi, des mélanges bizarres. Oui, bah vous en sortir, ça va vous faire gagner aussi beaucoup d'argent. Oui, vous en sortir, ça va vous faire beaucoup gagner d'argent. Dans le challenge, j'ai demandé aux filles combien d'argent elles estimaient dépenser par mois de crise. On était entre 200 et 500 euros quand même. 200 et 500 euros d'argent dépensé dans les crises, c'est énorme. Alors, Gand, est-ce que tu peux me préciser ta question? Comment on travaille dessus? Juste, tu peux me dire le contexte pour que je puisse te répondre. Parce que du coup j'ai lu les commentaires en décalé par rapport à ce que j'étais en train de dire. Coucou à tous ceux qui nous ont rejoints et je vais répondre à la question tout à l'heure, combien de temps j'ai mis pour m'en sortir. Alors moi pour m'en sortir, je vais vous raconter un petit peu le chemin que j'ai fait. J'ai essayé d'aller voir des professionnels, mais à mon époque, c'était très dur de trouver des professionnels qui étaient formés à ça. Et moi, j'ai pas trouvé de professionnel avec qui je me suis bien entendue, avec qui j'avais la fibre de parler. Je suis un peu associable. Non, je dis ça comme ça, mais j'ai du mal à créer un lien profond avec les gens en général. Et c'est là où je trouve ça formidable, c'est que les gens que j'accompagne, j'arrive à connecter hyper vite avec eux. En fait, je me retrouve en eux et je m'entends super bien et ça me permet de connecter avec des gens que j'aime. Mais à l'époque, j'arrivais pas à connecter avec des professionnels avec qui je me sentais en confiance en fait de parler. Et donc, je voulais pas me forcer. Je voulais pas payer 60 euros, 75 euros la séance de psy
pour que la psy elle me dise allez boire de l'eau et pensez à autre chose, arrêtez d'acheter les gâteaux. Enfin, j'avais déjà compris en fait à l'époque que c'était des faux conseils, des conseils nuls qui faisaient que m'enfoncer en fait. C'était pas ça la sortie. Donc comme j'étais dans un impasse au niveau des professionnels, et comme mon état n'était pas alarmant au niveau physique, parce que je mangeais, mais je compensais, mais j'étais pas en sous-poids, j'étais pas en surpoids, donc mes parents n'y voyaient rien, les médecins n'y voyaient rien, et on me prenait pour oui, mais ça va, tu fais quelques grignotages, c'est pas si grave. Enfin, à l'époque, il y avait une méconnaissance des troubles alimentaires, enfin, et les gens se rendaient pas compte de l'enfer, et encore aujourd'hui, ils se rendent pas tous compte de l'enfer qu'on vit quand on est dedans. Ce que j'ai fait pour m'en sortir, du coup, je suis partie en voyage. J'ai pris mon sac à dos pendant 1 an et je suis allée vivre en woofing chez des gens pour mettre du sens dans ma vie en fait. Je savais pas pourquoi je vivais, j'étais trop mal dans ma peau, j'avais l'impression de tout le temps porter un masque, je me dégoûtais, je m'aimais pas et en fait j'avais fait le lien que mes crises étaient beaucoup à cause de ça, parce que je jouais un rôle, parce que j'étais pas moi. Et du coup, j'avais besoin d'aller chercher qui j'étais et ce que j'aimais. Et j'ai fait ça en voyage. J'ai voyagé pendant donc 1 an. Et quand je suis revenue, j'ai fini mes études, j'ai testé par-ci, par-là des jobs. Et il y a plein de trucs qui m'ont parlé et qui m'ont pas parlé. Mais en fait, à chaque fois, j'osais quitter les choses que j'aimais pas et aller tester d'autres choses que j'aimais pour pouvoir me rapprocher de qui j'étais vraiment. Et plus je faisais ça, moins j'avais de crise. Mais surtout, en fait, qu'est-ce qui m'a aidée? Ça a été de me renseigner et d'aller au profond à l'intérieur de moi. Moi, je m'en suis sortie seule. Je ne me suis pas sortie avec des professionnels et tout ça. Mais j'ai mis un temps fou pour m'en sortir. Une énergie folle, les filles. Franchement, si aujourd'hui j'étais encore dans les troubles alimentaires et qu'on me dit oui, alors il faut passer par tout ça et tout ça, moi je prendrais un accompagnement maintenant. Parce que c'est un boulot monstrueux et il y a des pièges dans lesquels je suis tombée et dans lesquels aujourd'hui, ben, je dis aux personnes que j'accompagne de ne pas tomber. Je les préviens, je dis attention à pas tomber dans ce piège. Parce que je suis tombée dedans, parce que je l'ai vécu en fait. Et donc, j'ai appris de mes erreurs. Mais à quel prix? Toute l'énergie que j'ai perdue pendant autant d'années à essayer de comprendre le profond. Là où il y a eu un shift, c'est donc avec mon voyage, je me suis orientée vers le développement personnel, la spiritualité. Et ça m'a permis de prendre conscience que j'étais pas mes pensées, d'apprendre à gérer mes émotions autrement, de reconnecter avec mon corps, les sensations. Et puis quand on part en voyage, on voit d'autres cultures, donc on voit d'autres rapports au corps, on voit d'autres types de corps. On voit des gens qui s'assument mais pleinement et qui sont heureux et qui sont pas du tout limités par leur corps. Et tout ça, ça m'a tellement inspirée, ça m'a tellement appris sur la vie que tout ça a fait que je m'en suis sortie. Le dernier truc qui m'a fait claque, qui m'a fait vraiment le shift de fin pour m'en sortir, c'est quand j'ai parlé avec quelqu'un qui était un peu plus avancé que moi sur la guérison pour s'en sortir. Gamb, dis-moi, tu m'as posé des questions, comment on fait pour s'en sortir, comment on fait pour travailler dessus, et juste mets-moi un peu plus de contexte, comme ça je vais pouvoir te répondre et te donner des clés vraiment concrètes à ce que tu attends. Mets-le-moi dans le chat, si tu es toujours là. Donc je parlais avec cette fille qui s'appelle Marie et qui elle se renseignait beaucoup parce qu'en France il n'y avait pas beaucoup d'infos sur les réseaux sociaux à l'époque et elle se renseignait beaucoup sur les réseaux sociaux mais américains et anglais qui eux étaient beaucoup plus avancés, il y avait beaucoup plus de témoignages. Et elle m'a donné les derniers déclics pour pouvoir m'en sortir, à savoir arrêter de se restreindre, arrêter de culpabiliser et manger ce qu'on voulait quand on voulait. Mais alors moi la première fois qu'elle m'a dit ça j'ai dit non mais t'es folle. Si je mange ce que je veux, quand je veux, mais je vais vider les placards, ça va me coûter des sous de fou. Et en plus, je vais prendre 100 kilos parce que je vais jamais m'arrêter. Je vais jamais m'arrêter. Et en fait, elle me dit, mais si, tu vas t'arrêter. Quand ton corps, il aura compris que tu peux refaire équipe avec lui, quand il aura compris qu'il n'a plus besoin de se mettre en mode survie, il n'aura plus besoin de gloutonner et de stocker. Il aura juste besoin de manger ce dont il a besoin au moment dont il a besoin, sans stocker derrière. Et c'est là où du coup, le poids va s'équilibrer, la faim va s'équilibrer, les crises vont disparaître. Mais franchement, si elle n'avait pas été là pour m'accompagner dans ça, mais je crois que je l'aurais jamais tenté. Est-ce que vous le tentez, vous les filles? Mangez ce que vous voulez, quand vous voulez. Là, toute seule, sans accompagnement, sans rien. Est-ce que vous êtes prête à tenter ça? Parce que là aussi, il y a des pièges. Encore une fois, le piège, c'est de tomber dans l'hyperphagie. Encore une fois, le piège, c'est de faire ça tout en ayant la restriction cognitive. Si on a encore de la restriction cognitive alors qu'on s'autorise de manger, c'est
continuer le cercle vicieux et c'est perdre encore beaucoup de temps. Alors, concrètement, quels exercices as-tu fait pour manger sans culpabilité? Je comprends la théorie, mais là, tout de suite, je ne vois pas comment on fait sans que ça parte en gavage. Ben oui, je comprends parce que moi aussi, j'avais du mal à comprendre à l'époque. Alors, comment tu fais pour manger sans culpabilité? Si tu comprends la théorie, ça veut dire que tu as compris que ton corps, il veut gloutonner, il veut faire des crises pour survivre, parce qu'il a peur en fait. Comment manger sans culpabilité? C'est changer ta vision de la crise. C'est plus voir une crise comme je fais une crise et c'est pas bien, et il faut que je me reprenne en main. C'est voir la crise comme je réponds à mon besoin corporel, je réponds aux besoins de mon corps, il a besoin d'énergie, je lui donne, je réponds aux besoins de mon cœur, et je me nourris avec joie. La joie, c'est ce qui va te permettre de sortir de la culpabilité. Donc ça, c'est la réponse pour la culpabilité. C'est changer ton mindset, changer ta vision de voir la crise et remettre de la joie et remettre de la confiance dans le processus. Si tu n'as pas vu mon mini-programme que j'ai fait, qui est 100% offert, je te conseille d'aller le voir parce que j'explique vraiment tout ça avec des exercices concrets aussi dessus. Alors, comment faire pour que ça ne parte pas en gavage? Pour que ça ne parte pas en gavage, il faut que tu travailles sur les différentes pièces du puzzle. À la fois la restriction, à la fois du coup la culpabilité, la gestion des sensations, la gestion des émotions, le rapport à ton corps, toutes les peurs qu'il y a dessous. Si tu vas pas travailler tes peurs et que tu travailles tout le reste, eh ben oui, peut-être que pendant 1 an ça ira mieux, peut-être que pendant 10 ans ça ira mieux, mais ça sera toujours là. Ça sera toujours là. En fait, tu te sentiras pas libre, tu auras toujours l'impression qu'une part de toi elle est en train de lutter parce qu'il y aura toujours cette peur qui reviendra. Travailler sur vos peurs, c'est hyper important. Comment faire sans... Alors, attends, justement, comment faire ça sans la restriction cognitive? Et bien pareil, quand tu manges, la restriction cognitive, c'est je mange mais je ne devrais pas manger, je vais compenser après. Non, je mange, je me fais plaisir, je ne vais pas compenser après. Je sais que ça paraît fou les filles, je sais que ça paraît impossible à faire, je sais que ça paraît non mais je vais prendre 10 kilos et je vais me gaver. Mais c'est le processus. Si vous connaissez le processus de A à Z et que vous travaillez les différentes pièces du puzzle en même temps, vous pourrez vous en sortir et ce ne sera pas du gavage et juste vous irez vers l'autorégulation. Je vous explique tout ça dans mon mini-programme. Le lien, il est dans ma bio Instagram. Et si jamais vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un message perso, je vous l'enverrai. Le mini-programme, c'est 5 vidéos, c'est 100% offert et je vous explique le mode survie, le cercle vicieux, comment sortir de tout ça avec des exercices clés. Et en fait, c'est difficile de répondre à ta question au maintenant en si peu de temps et en si peu de contenu parce que pour s'en sortir, ça prend pas 5 semaines comme on peut te le vendre sur les réseaux sociaux. C'est pas un programme de 5 semaines. Les filles qui te vendent un programme de 5 semaines, c'est tiens, je te donne la recette, le mode d'emploi, débrouille-toi. Sauf que tu n'as pas d'accompagnement individuel, tu n'as pas d'accompagnement de groupe. Si tu tombes dans des pièges, si tu n'arrives pas à faire des exercices par toi-même parce que tu as des peurs qui te freinent avec les cas de fer, tu peux pas avancer. Ces accompagnements, ils sont bien, mais si tu as déjà beaucoup avancé ou si tu as juste envie de tâter un peu le terrain, mais si tu as vraiment envie de t'en sortir, il faut que tu partes avec quelqu'un qui t'accompagne, qui soit là au quotidien et qui te fasse travailler toutes les pièces du puzzle et qui te donne le processus de A à Z, avec les étapes, avec chaque exercice, quand le faire. Tu vois, c'est comme monter l'Everest. Et ben, s'il y a quelqu'un qui te dit, oui, tiens, la feuille pour monter l'Everest, elle est là, il te faut un piolet, une tente, machin, mais toi, ok, t'es là, ok, le piolet, mais quand est-ce que je l'utilise? La tente, ok, quand est-ce que je l'utilise? Faut que je la mette où la tente? Comment ça se monte une tente? Mais c'est la journée, la nuit? Enfin, tu vois, il faut quelqu'un qui te dise tel exercice à tel moment, comment l'utiliser, quels sont les pièges. Ça paraît fou, je me demande juste comment je peux dire à mon cerveau d'abandonner la culpabilité, je ne peux pas juste le décider. Et bien ça, derrière, tu as une peur en fait. Derrière ça, c'est que tu as une part à l'intérieur de toi qui est blessée. Les filles, si vous avez des questions, profitez-en, on est dans la partie questions-réponses, allez-y, posez vos questions comme Gant. J'y arrive vraiment pas, je suis désolée avec ton surnom. Comme la personne qui est en train de poser ces questions, allez-y, profitez-en. Donc comment dire à mon cerveau d'abandonner la culpabilité? Il y a plusieurs choses. Il faut savoir que dans le cerveau, il y a des autoroutes. Il y a le chemin de traverse, c'est la joie quand tu manges, et puis il y a l'autoroute, c'est la culpabilité quand tu manges. Et ben, plus tu as entretenu cette culpabilité quand tu manges, et plus c'est simple en fait pour ton cerveau de se sentir coupable quand tu manges.
L'idée, ça va être d'équilibrer ça. Ça va être de faire de l'autoroute de la culpabilité un chemin de traverse et faire de la joie quand tu manges et de je réponds à mon besoin et je prends du plaisir, une autoroute. Et donc pour ça, c'est des choses à mettre en place au quotidien. Mais encore une fois, je suis vraiment désolée, je sens la frustration. Mais c'est un accompagnement qui se fait sur du long terme. Et donc là, juste en 1 heure, inscris-toi au prochain challenge. C'est vraiment mon conseil, inscris-toi au prochain challenge. C'est aussi offert, c'est 5 jours de live. Et tu vas apprendre déjà plein de choses là-dessus. Les filles, ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai ma petite feuille avec mes petites notes. Les solutions pour manger sans que ça dégénère. Juste, je fais une rapide synthèse. Pour manger sans dégénérer, il faut 1. Arrêter de se restreindre. 2. Regarder les émotions qui sont là et essayer d'y répondre autrement qu'en mangeant. Et 3. Manger avec joie et ne pas essayer d'arrêter la crise, mais la faire avec joie et sortir de la culpabilité et de la compensation. Ça, c'est vraiment les principes de base. Ce que je voulais vous annoncer, c'est que déjà mardi prochain, je refais un live. Oui, ce sera toujours sur Facebook le challenge. Mardi prochain, je refais un live et je pense qu'on va aborder la peur de grossir ou bien la satiété, le rassasiement et les signaux corporels. Peut-être je ferai un sondage dans mes stories, donc regardez mes stories. Mardi prochain, 21h. La deuxième grande nouvelle, c'est que je vais refaire un challenge. Un challenge, c'est 5 jours de live et des exercices concrets à la fin de chaque live pour vous permettre d'avancer pendant 5 jours et c'est gratuit. Je vous donnerai toutes les infos, ça va se faire fin août, début septembre. Et pour vous inscrire, ce sera sur Facebook, mais je vous donnerai toutes les infos en temps voulu. Facebook, c'est facile, c'est une adresse mail, un mot de passe et vous avez accès au groupe sur lequel je fais les lives. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais dire. Ah si, je vais rappeler juste un truc, c'est que j'ai mis en place la liste d'attente parce que vous avez été nombreuses à me le demander. La liste d'attente pour rejoindre la prochaine ouverture de mon accompagnement parce que vous ne pouvez pas partir avec moi n'importe quand dans l'année. J'ouvre 3 sessions par an seulement. Et donc la prochaine qui va ouvrir, c'est à la rentrée, c'est en septembre. Et j'ai mis en place une liste d'attente. Et après septembre, ce sera janvier ou février. Donc si vous avez envie de prendre ce train et de rejoindre le cercle, ce sera la prochaine fois, c'est en septembre. Et la liste d'attente, elle est ouverte. Le lien, il est dans ma bio toujours. Et rejoindre la liste d'attente, ça vous engage à rien. Mais par contre, ça vous rapporte gros. Vous êtes prévenus les premières pour l'ouverture des inscriptions au cercle. Et ça vous permet de garantir votre place parce que ça part très vite souvent vu que j'ouvre pas beaucoup de places à chaque fois, seulement 5 et que j'ouvre pas toute l'année. Ensuite, ça vous permet d'avoir accès au booster. Le booster, c'est que vous avez 5 semaines à l'avance l'accès aux 2 premiers modules sur la plateforme de ressources. Et ça, c'est un truc de fou parce que ça vous permet de vous préparer et d'être genre à 200% pour l'ouverture du cercle. Et ça, c'est aussi offert. Et ça vous permet aussi de recevoir des conseils dans vos mails avec des exercices à faire et tout ça au fur et à mesure. Je m'arrête là les filles parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Mettez-moi des cœurs si vous aussi vous avez passé un bon moment et si ça vous a aidé. Mettez-moi des cœurs juste pour savoir ou des petits messages. Comme ça je sais. Et aussi, là, je sais plus quand c'est, je crois que c'est jeudi ou mercredi. Il y a le jeu concours que je vais mettre en place les filles. Vous allez pouvoir gagner 1 mois d'accompagnement offert avec le cercle, 1 mois d'accompagnement offert en participant au jeu concours et 1 heure coup de boost avec moi où on est toutes les deux et je vous aide à avancer concrètement par rapport à ce que vous vivez. Merci à vous les filles. Donc, je rappelle les étapes. Mercredi ou jeudi, je sais plus, là qui arrive, le jeu concours pour gagner 1 mois d'accompagnement et 1 heure coup de boost. Ensuite, vous avez mardi prochain le live à 21h, c'est aussi offert et c'est comme aujourd'hui sur un autre thème. Et vous avez le challenge qui va arriver fin août ou début septembre, 100% offert aussi, c'est 5 jours de live gratuitement avec des exercices. Et la liste d'attente qui a ouverte pour le prochain cercle qui va être en septembre. Pour participer au jeu concours, vous regardez mes posts, vous mettez mon compte en favori, vous activez la cloche pour avoir les notifications et comme ça, ça va vous permettre de savoir quand est-ce que je poste des trucs. Et le jeu concours, le post du jeu concours va arriver soit demain, soit jeudi. Donc regardez bien mes posts. Bisous, bisous! À bientôt! Bonne soirée les filles!